sommes le 10 mai 1918, dans une réalité alternative où les États-Unis d'Amérique ne sont jamais entrés en guerre contre l'Allemagne. Paris est sous le feu de l'artillerie allemande. La capitale se vide de sa population, accablée depuis des semaines par d'interminables salves d'obus de siège et de gaz moutarde. Le gouvernement a fui à Bordeaux. Chaque camp jette toutes ses forces dans la bataille. Les États-Unis n'étant pas entrés en guerre en 1917, dans ce scénario, la France et le Royaume-Uni, regroupés dans le camp de l'Entente, doivent se défendre face à une offensive allemande de 1918 bien plus ambitieuse et réfléchie que dans la réalité. Impossible de compter sur l'industrie américaine ou sur l'arrivée de nouvelles troupes pour renverser le cours de la guerre, ni soutien moral ni industriel. Français et Britanniques sont livrés à eux-mêmes, leurs armées presque séparées en deux par la prise d'Amiens plus au nord. La panique gagne petit à petit le haut commandement. À Londres, on songe à évacuer le corps expéditionnaire. Dans cette réalité alternative, la prise d'Amiens pourrait sonner la fin de la guerre et consacrer l'Allemagne comme grand vainqueur de la Première Guerre mondiale. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi les États-Unis ne sont pas intervenus? Et est-ce que la France et l'Angleterre ont une chance de vaincre l'Allemagne dans cette uchronie? Aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, on va explorer ensemble un scénario où les US restent neutres en 1917. Vous pensez que ça n'aurait eu aucun impact? Et détrompez-vous. De l'issue de la guerre à l'après, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide, les conséquences de ce seul événement vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais avant de vous expliquer ma version de comment tout ça se serait déroulé, un petit mot du sponsor du jour qui m'a permis de réaliser cette vidéo, Mammouth AI. Mammouth AI, c'est une boîte française qui vous permet d'accéder aux meilleurs modèles IA en un seul endroit, à partir de seulement 10 € par mois. Dans cette interface, tous les meilleurs modèles sont inclus, y compris des modèles texte du genre Mistral, Claude, ChatGPT, ou des modèles images ou vidéo comme Nano, Banana ou Stable Diffusion. Tout ça bien sûr mis à jour dès la sortie d'une nouvelle version. Vous pouvez les utiliser pour seulement une fraction du prix que vous auriez payé si vous étiez abonné à chacune de ces plateformes. Plus besoin de jongler entre 15 abonnements différents. Du coup, ça rend l'usage beaucoup plus fluide. Plus besoin de fastidieux copier-coller d'un modèle à l'autre. Sur Mammouth, vous pouvez juste reprompter, c'est-à-dire envoyer votre prompt directement sur un autre modèle et en tester facilement plusieurs pour le même travail. Vous pouvez également les personnaliser en créant votre propre Mammouth qui servira de chef d'orchestre pour organiser vos projets, et c'est aussi possible d'opter pour des modèles moins énergivores comme Mistral Small si vous voulez limiter votre empreinte environnementale. Niveau confidentialité, la plateforme est conforme RGPD, vos messages ne sont pas utilisés pour entraîner les IA, et si vous le souhaitez, vous pouvez également supprimer votre historique à tout moment. Et si vous êtes intéressé, le lien est en description de cette vidéo. Et sur ce, chers abonnés et spectateurs, on plonge directement dans une réalité alternative où les États-Unis sont restés neutres en 1917. « 7 mai 1915, pointe sud de l'Irlande. Le paquebot Lusitania, qui transporte à son bord plusieurs centaines de citoyens américains, est dans le viseur d'un sous-marin allemand U-20. Une torpille est armée, mais au dernier moment, à rebours de ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, le commandant donne l'ordre de ne pas couler ce navire, pris d'un soudain accès de culpabilité à l'idée de tuer tous ces civils. La tragédie du Lusitania, qui aura traumatisé l'opinion publique américaine, n'arrive jamais. 9 janvier 1917. Le Kaiser allemand Guillaume II, contre l'avis de son état-major, refuse d'engager l'Allemagne dans une guerre sous-marine à outrance. Même si le Reich est sous blocus, même si la guerre commerciale est perdue, le Kaiser refuse de risquer une confrontation avec les États-Unis et son monstrueux potentiel industriel. Les 128 U-boots allemands restent dans les ports, ou continuent de s'en tenir à des objectifs limités. Dans cette réalité alternative, les convois des pays neutres ne sont pas visés par la marine allemande, et le commerce mondial n'est pas entravé. De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Wilson ne parvient pas à dégager une majorité dans l'opinion, afin d'intervenir sur le vieux continent. Alors que l'Europe se déchire dans la pire guerre qu'ait connue l'humanité jusqu'alors, il est décidé à Washington que les États-Unis d'Amérique n'entreront pas dans le conflit. Nous sommes en avril 1918, sur le front de l'Ouest, dans une réalité alternative où les États-Unis sont restés neutres en 1917. Les deux camps se sont enterrés dans d'immenses réseaux de tranchées courant de la Suisse à la Manche. La plus grande partie du nord de la France est entre les mains des Allemands. La Russie s'est retirée de la guerre pour cause de révolution, et le traité de Brest-Litovsk, qui en a résulté, consacre une domination germanique indisputée sur l'est du continent européen. En ce mois d'avril, des centaines de milliers d'hommes sont acheminés en France afin d'entamer l'offensive finale. Du côté de l'entente, le moral est bas. Aucune aide n'est en route. Français et Anglais ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils se retranchent, ne disposent pas des réserves en hommes afin de passer à l'offensive. L'état-major allemand prend son temps pour bien planifier l'opération qui mettra fin à la guerre, l'offensive de printemps. Le but principal, la ville d'Amiens, nœud ferroviaire vital qui relie les armées françaises et anglaises. Prendre cet objectif provoquerait une panique considérable chez l'entente, dont les armées seraient alors coupées en deux. Le haut commandement allemand sait qu'il doit agir vite. En avril 1918, l'Allemagne a faim.
La cause, le blocus impitoyable mené par la Royal Navy en mer du Nord. Les calculs mettent en lumière une réalité implacable. Même sans l'entrée en guerre des États-Unis, ce blocus mettra à genoux l'économie allemande d'ici 1919. Déjà dans les quartiers pauvres de Berlin, la quantité de nourriture disponible a été divisée par 2. On manque de ressources pour la production de munitions et de fusils, et la qualité des équipements envoyés aux troupes diminue de jour en jour. Les vastes terres agricoles récupérées en Ukraine mettront des années avant de compenser les pertes liées au blocus. Le temps est compté. L'offensive de printemps doit tout de même avoir lieu. L'attaque débute violemment, après un mois de préparation supplémentaire par rapport à la réalité. Suivant un barrage d'artillerie très violent, des milliers de Stormtroopers équipés de masques sortent du brouillard pour attaquer les positions anglaises. Sans réserve américaine pour tenir les lignes ailleurs, l'entente est débordée et doit reculer. Les Allemands arrivent à quelques kilomètres d'Amiens. La ville est sous le feu de l'artillerie et les trains ne circulent plus. Pendant quelques jours, les armées françaises et anglaises sont effectivement coupées en 2. C'est la panique. Le spectre d'une débâcle ressurgit. Les Anglais hésitent. Si Amiens tombe, le corps expéditionnaire sera encerclé. Le field Marshal Haig hésite à sonner la retraite générale, voire à ordonner un rembarquement vers l'Angleterre. Son état-major commence les préparatifs d'un départ précipité, puis un télégramme salvateur. Le maréchal Foch, à qui l'on vient de confier la coordination des troupes alliées, vient d'ordonner à toutes les réserves françaises de défendre la ville. Toute l'artillerie disponible est concentrée sur les pointes allemandes. Pendant un bref moment, la ville devient l'endroit le plus important de la guerre. Les combats sont acharnés. Mais la réalité rattrape les Allemands. L'équipement n'arrive plus, les lignes logistiques sont trop étirées. De nombreux soldats, affamés par le blocus, préfèrent piller les garde-manger plutôt que d'aller au front. L'artillerie écrase le reste. Les lignes se figent. Le field Marshal Haig envoie un message rassurant à Londres. Le front tient. Mis en échec à Amiens, les Allemands se tournent vers Paris. Profitant de l'absence de réserve française, le général Ludendorff lance ses troupes en direction de la capitale et effectue une percée. Senlis, Compiègne, ces villes jusqu'ici épargnées tombent une par une. En une semaine seulement, l'artillerie allemande arrive à portée de la capitale. Le gouvernement français doit faire ses valises et fuir vers Bordeaux. Paris est sauvé uniquement grâce aux limites logistiques. Les Allemands n'ont tout simplement plus la capacité d'avancer, même si l'armée française n'offre qu'une faible résistance. Une offensive pareille, quelques mois plus tôt, aurait vu les casques à pointe défiler sur les Champs-Élysées. Les Allemands doivent marquer le pas, à 20 km de Paris. Les troupes sont enfin redéployées pour tenir la ligne, et le front se fige en mai 1918. L'entente est passée bien plus proche d'une déroute totale que dans la réalité. La décision de Foch d'envoyer toutes les réserves défendre Amiens, ainsi que les limitations logistiques allemandes auront évité la catastrophe, même si pour cela, il aura fallu sacrifier Paris. Durant un mois, les canons lourds allemands sont à portée de la capitale. Les obus pleuvent dans les faubourgs, les quartiers de Montmartre et de Pigalle. Leurs beaux bâtiments sont rasés. Le nord de la capitale est dévasté. La population fuit, un exode massif qui vient s'ajouter aux horreurs déjà subies par une nation française exsangue. Lorsqu'une contre-attaque repousse finalement les Allemands plus au nord, les dégâts sont faits. La capitale est en ruine. Près d'Amiens, 2 mois de combats urbains et de contre-attaques ont fini par venir à bout de l'élan allemand. Saignés à blanc par cette offensive de la dernière chance, ceux-ci doivent battre en retraite. À nouveau, on se retranche, on s'enterre. Bon gré, mais surtout malgré, la Première Guerre mondiale bat encore son plein, en l'année 1919 de cette réalité alternative. Depuis la terrible bataille d'Amiens, la dévastation de Paris et la contre-attaque de l'Entente, le front n'a presque pas bougé. Mais la situation en ce début d'année est bien plus favorable aux Français et aux Anglais. Le temps joue en faveur de l'Entente, et l'heure de la grande contre-offensive a sonné. Le plan 1919 est mis en marche. Une grande offensive, novatrice dans son approche, qui dans notre réalité a été court-circuitée par la fin de la guerre. La France et l'Angleterre, bénéficiant d'une production industrielle supérieure, ont produit des milliers de tanks. Renault FT, Mark 8, un grand total de 7000 blindés sont alignés le long du front. Dans les airs, des bombardiers et des chasseurs ont été modifiés pour embarquer des tonnes de bombes, et des bonbonnes pleines d'une nouvelle arme, développée dans les ateliers britanniques, le DM, un gaz terrifiant, capable de pénétrer les masques. L'Italie, entrée en guerre, a envoyé un corps expéditionnaire en France, utilisé par Foch pour boucher les trous et tenir la ligne. Le plan 1919, c'est tout simplement la toute première offensive à armes combinées de l'histoire. Une sorte de proto-blitzkrieg destinée à briser le statu quo de cette guerre rendue bien plus longue par la non-intervention américaine.
En face, les Allemands sont à bout. Il faut dire qu'ils sont maintenant les seuls à combattre. En cette année 1919, les alliés autrichiens et ottomans se sont finalement écroulés. Dans les Balkans, la Bulgarie vient de se rendre. Menacé par le sud, le Reich s'écroule également de l'intérieur. Des soulèvements ont lieu contre le gouvernement. Le blocus affame les Allemands et les civils doivent se contenter de 1000 calories par jour de nourriture, quand il en faudrait le double. Les enfants ne grandissent plus, les femmes n'ont même plus leurs règles. Pire, la grippe espagnole fait des ravages chez les civils et les militaires. L'épidémie est aggravée par la malnutrition. Sur le front, la logistique ne suit presque plus, les soldats refusent d'aller au combat, se mutinent. Le Kaiser Guillaume sait qu'il ne peut plus gagner la guerre. Il cherche l'armistice. Mais les Français, rendus furieux par le martyre de Paris, lui font savoir par des voies détournées qu'ils n'accepteront rien d'autre qu'une capitulation totale. Pour Clémenceau et Foch, la victoire doit être absolue, rien d'autre ne sera acceptable. Et pour ça, il faut mener la guerre jusqu'à son terme. Le 25 février 1919, l'enfer se déchaîne. 10 000 pièces d'artillerie balancent un feu roulant sur les positions allemandes. À l'arrière, les postes de commande et les lignes logistiques sont attaqués par l'aviation franco-anglaise. Le gaz d'IM est utilisé pour la première fois sur le front, avec des résultats plus qu'affreux. La fumée s'infiltre dans les conduits des masques, force les Allemands à les jeter par terre pour respirer. Les canons de 75 balancent des obus remplis de chlore et de phosgène pour finir le boulot. La masse des tanks se met en mouvement. Le but, s'infiltrer et percer les lignes adverses pour couper les soldats de leurs arrières. La panique gagne les rangs allemands, des soldats affamés, démotivés, bombardés d'obus et de gaz toxiques, voient arriver sur eux des monstres de métal, armés de canons et de mitrailleuses. Les nouvelles tactiques d'armes combinées de l'entente désagrègent totalement la cohésion allemande. L'horreur est à son paroxysme. Le front s'écroule. En l'espace de quelques semaines, le plan 1919 repousse les Allemands jusqu'en Belgique. Des centaines de milliers de soldats se rendent ou sont capturés. La situation à l'intérieur du Reich est hors de contrôle. Les pénuries, l'hiver très dur, la grippe espagnole et maintenant l'écroulement du front font déborder la marmite. Partout sur le territoire, des soldats se mutinent, des conseils se forment. La population descend dans la rue. En mai 1919, l'armée allemande en déroute franchit la frontière du Rhin, alors que la monarchie du Kaiser, Guillaume II, est officiellement abolie par un gouvernement de transition. Le pays est en feu, plus rien ne fonctionne. La débandade est complète. Début juin, les troupes françaises franchissent la frontière allemande pour occuper la Rhénanie. Les combats sont maintenant anecdotiques, l'armée allemande n'est plus qu'une armée de nom. La République, proclamée à la place du Reich, ne parvient pas à restaurer l'ordre. Enfin, après presque 5 ans de conflit, la reddition. À Versailles, Clémenceau dicte déjà les conditions de l'armistice, qui seront bien plus dures que dans la réalité. Dans cette réalité alternative, peu avant l'ouverture des négociations, le président américain Wilson offre sa médiation aux Français et aux Britanniques. Il liste 14 points supposés garantir que ce genre de guerre ne se répétera pas. Il suggère la limitation des armées et des flottes, la création d'une société des nations, et surtout de ne pas imposer une paix trop brutale à l'Allemagne. Mais les États-Unis ici n'ont pas combattu, et même si les pays de l'entente lui doivent des sommes astronomiques, ils ne se laisseront certainement pas dicter des conditions par un non-belligérant. Les propositions du président américain sont balayées d'un revers de la main. Dans cette réalité alternative, à Versailles, l'absence du président Wilson et de ses positions modérées lors des négociations mène à un traité bien plus dur pour l'Allemagne. En plus de récupérer l'Alsace-Lorraine et d'annexer la Sarre, un État indépendant, la République du Rhin est créée de toutes pièces dans le centre névralgique de l'industrie allemande. Un pays fantoche destiné uniquement à payer d'astronomiques réparations de guerre. La Pologne est renforcée, le couloir de Danzig élargi. Le Danemark gagne une région en plus. Devenu un belligérant majeur de la guerre sans intervention américaine, l'Italie obtient de l'entente les territoires qu'on lui a promis. Les îles ottomanes du Dodécanèse, ainsi que plusieurs territoires autrichiens. L'économie allemande est presque mise sous tutelle. Son industrie est maintenant entièrement au service du paiement de la dette de guerre. Les finances de la nouvelle République du Rhin sont supervisées par une commission franco-anglo-belge, alors que la quasi-totalité du charbon et de l'acier produit dans la Ruhr est envoyée en France pour financer la reconstruction. L'armée allemande n'est plus qu'une force de police, tout juste bonne à réprimer le chaos croissant qui touche la société civile. Dans cette réalité où la guerre a duré jusque mi-1919, l'Allemagne a subi presque le double de pertes humaines. La combinaison d'une guerre plus longue, d'une famine aggravée, ainsi que de la grippe espagnole porte le nombre de victimes à plus de 4,5 millions depuis 1914.
L'objectif français est atteint. Amputée de 8% de sa population, de 15% de son territoire et de 30% de son industrie, l'Allemagne est humiliée. Sur le président Wilson, ce traité de Versailles alternatif est bien plus dur que le vrai. Partout dans le pays, on s'insurge déjà du diktat imposé par l'entente. L'après-guerre n'en sera que plus mouvementée. Nous sommes le 15 août 1922, à Cologne, dans le Parlement de la République du Rhin. Lors d'un débat enflammé sur la question des réparations de guerre, une bombe explose à l'intérieur. Les troupes françaises d'occupation accourent. Qui des communistes, des nationalistes ou des anarchistes a fait le coup? Cela devient difficile à dire tant les attentats sont fréquents. Dans l'Allemagne voisine, la situation est bien pire. Le gouvernement de la Bundesrepublik nouvellement formé ne contrôle pour ainsi dire pas grand-chose. L'Union soviétique avance ses pions dans ce qu'elle considère désormais comme le ventre mou de l'Europe. Après avoir échoué à soumettre la Pologne, qui est sortie renforcée du traité de Versailles, les soviets envoient armes et conseillers politiques à des factions communistes allemandes. Une première guerre civile éclate en 1922, lorsque des marxistes révolutionnaires prennent le pouvoir en Bavière. Pendant un an, la Bundesrepublik doit lutter contre une guérilla féroce afin de récupérer le contrôle de cette région. Une entreprise rendue encore plus difficile par les restrictions du traité de Versailles. Certains combats s'étendent même hors des frontières allemandes. Pour la France et l'Angleterre, il devient vite clair qu'appliquer les termes du traité à la lettre sera bien plus coûteux qu'il n'y paraît. Dès 1923, les Britanniques demandent un allègement des termes du traité, ce que la France refuse. Le martyr de Paris est encore dans toutes les mémoires. Après des mois de négociations inutiles, c'est la rupture. L'Angleterre considère désormais que la France, de par sa volonté d'écraser l'Allemagne à tout prix, menace l'équilibre et la sécurité de l'Europe. Comme le dit un adage particulièrement populaire dans cette France alternative, les Allemands paieront jusqu'à ce que Paris soit reconstruit 3 fois. Dans cette réalité alternative, malgré la rupture diplomatique entre la France et le Royaume-Uni, le traité de Versailles n'est jamais renégocié, et les troupes françaises restent sur le sol allemand. Mais les communistes ne sont bien sûr pas les seuls à s'agiter. En Allemagne, mais en Italie notamment, émergent dans les années 20 des mouvements fascistes. Seulement, ceux-ci ont un peu moins d'arguments pour faire valoir leur position. Contrairement à notre réalité, l'Italie est sortie de la guerre en obtenant tous les territoires qu'elle a demandés. Les fascistes ne peuvent donc pas prétendre que leur pays a été injustement traité. Ne pouvant pas capitaliser sur cette rancœur, Mussolini n'arrive jamais au pouvoir, trop faible politiquement dans cette réalité alternative. À la place, une dictature militaire anticommuniste prend la tête du gouvernement. En Allemagne, c'est la même histoire. Dans cette réalité, la défaite a été cuisante et bien visible pour toute la population. Il devient difficile de prétendre que le Reich n'a jamais été vaincu, alors que sur les derniers jours de 1919, l'armée allemande n'existait quasiment plus, et que les Français avaient franchi le Rhin. Le mythe du coup de poignard dans le dos, pierre angulaire du nazisme, trouve ici bien moins de résonance dans la population. Le parti nazi peine à exister politiquement, d'autant plus que les institutions qui tiennent le pays s'effondrent. En 1925, la ville de Hambourg se révolte. Une petite armée communiste de plusieurs milliers d'hommes prend le contrôle des bâtiments officiels et proclame une république indépendante. Ils reçoivent immédiatement armes et soutien depuis Moscou. La police, les nationalistes, les conservateurs se mobilisent et de très sanglants combats éclatent dans les faubourgs, faisant des centaines de victimes. L'armée française veut intervenir pour mettre fin au chaos, mais toutes les forces disponibles servent à occuper la République du Rhin. Paris est obligé de céder face à la réalité. Si on ne veut pas que l'Allemagne devienne entièrement communiste, il va falloir autoriser le pays à reformer une armée. La révolte est matée 3 mois plus tard par cette nouvelle force militaire, juste alors qu'une autre éclate dans la ville de Brême. Les ouvriers, excédés par le marasme économique et l'instabilité politique, se sont tournés en masse vers le communisme et sont le moteur de ces incessantes révolutions qui menacent les fondations mêmes du pays. Ces révoltes choquent par leur ampleur et se répandent de manière fulgurante, allant même jusqu'à faire des émules dans les pays voisins. Les communistes prennent la rue en Tchécoslovaquie, en Autriche. À Paris, des émeutes et des grèves éclatent, paralysant l'action du gouvernement. Un traité de Versailles plus dur aura déstabilisé encore plus une Allemagne déjà vacillante, menaçant l'Europe tout entière de devenir communiste. Les Français n'ont plus les moyens de leur ambition. L'occupation coûte trop cher. En 1927, alors qu'une crise financière précoce touche le vieux continent depuis l'Amérique, la France retire son armée de la République du Rhin et autorise ce pays fantoche à lever ses propres troupes pour maintenir l'ordre. La crise économique dévaste les économies européennes déjà fragiles. Pour l'Allemagne, c'est le coup de massue. Tiraillé entre communistes et nationalistes, le gouvernement central contrôle à peine l'armée. C'est le début d'une seconde guerre civile qui durera 3 ans.
De 1927 à 1930, l'Allemagne, de sa réalité alternative, sombre dans un conflit fratricide. D'un côté, les forces communistes, soutenues par Moscou. De l'autre, les forces nationalistes, soutenues par plusieurs dictatures européennes, comme l'Italie. Le pays est dévasté par les combats. Des centaines de milliers de civils fuient dans les pays voisins, sont parqués dans des camps de réfugiés, où ils meurent par milliers, atteints de maladies et de malnutrition. La guerre civile allemande déstabilise toute l'Europe centrale. Les autres gouvernements de la région se renforcent pour endiguer la déferlante rouge. En ce début de nouvelle décennie, les dictatures militaires et nationalistes ont le vent en poupe. Pourtant, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, le fascisme ne prend pas. Mussolini s'est fait purger par le nouveau pouvoir italien, tandis qu'Adolf Hitler ne peut pas se saisir du pouvoir sans armée dans un pays en plein chaos. En 1930, dans ce contexte explosif, le chef des forces nationalistes, le général Kurt von Schleicher, remporte une série de victoires contre les forces communistes, bien plus divisées. Après 3 ans de conflit, il reprend progressivement le nord du pays. Après avoir laborieusement écrasé les forces communistes dans une campagne éclair, il rétablit le Reich allemand et s'octroie les pleins pouvoirs avec le soutien de l'aristocratie et des industriels. L'opposition est réprimée dans le sang par la garde de fer du nouveau dictateur. L'Allemagne est enfin en paix, après 3 ans de guerre civile, et pourtant, tout le monde redoute un nouveau conflit. Lors de sa nomination, le général nationaliste annonce à la presse du monde entier qu'il ne respectera pas les termes du traité de Versailles et ne paiera pas le reste des indemnités. Tout en reconnaissant que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, il proclame que son pays a assez payé, que le traité de Versailles était injuste et que son peuple doit maintenant retrouver sa fierté. Il lève les limites imposées pour les forces armées et dénonce l'existence de la République du Rhin. Il va sans dire que pour les réparations de guerre, les Français pourront aller se brosser. Autour du monde, les réactions des chancelleries sont largement favorables à von Schleicher. Le jusqu'au-boutisme français est décrié et pointé du doigt comme la raison de la guerre civile et de l'expansion du communisme. Ne pouvant pas et ne souhaitant pas rentrer en guerre contre le nouveau régime allemand, la France décide de ne pas intervenir malgré la violation totale des termes du traité. Un régime allemand stable, même hostile et revanchard, reste préférable, aux yeux de Paris, à une dictature communiste, d'autant plus que la situation intérieure en France est catastrophique. Le pays est presque entièrement coupé des marchés financiers, isolé politiquement, diplomatiquement. Les gouvernements se succèdent, incapables de rétablir le calme. « 7 ans ont passé, depuis la fin de la guerre civile allemande et l'arrivée du général von Schleicher au pouvoir. L'Allemagne se réarme à toute vitesse. Les financiers britanniques et américains financent le réarmement allemand et envoient même quelques officiers instructeurs. Les anglo-saxons ont choisi leur camp. La France n'est plus considérée comme un allié, vu comme trop hégémonique, obstacle à la lutte contre le communisme. Les Teutons veulent leur revanche. Ils veulent retrouver leur fierté et se débarrasser définitivement du diktat de Versailles. Tout le monde s'attend à un second conflit de grande ampleur en Europe, avec une dynamique bien différente que dans la réalité. En 7 ans, l'effort de réarmement allemand est considérable, même privé d'une grande partie de ses industries. La France essaie de réagir, mais éprouve les pires difficultés à se renforcer. Le projet d'une ligne de fortification par un certain André Maginot est abandonné par manque de fonds. On se dit que l'État tampon de la République du Rhin fera l'affaire comme première ligne de défense, mais on se berce d'illusions. L'Allemagne est désormais assez puissante pour tenter son premier coup de poker. Le 3 mars 1936, von Schleicher décrète une mobilisation partielle et envoie ses troupes franchir la frontière de la République du Rhin. Les soldats allemands sont accueillis par une foule en liesse, tandis que l'armée et la police locale se joignent immédiatement aux forces de libération. Après 17 ans de séparation, le pays est enfin réunifié. Tout le monde attend la réaction française, mais Paris recule, ne peut pas se permettre une nouvelle guerre. Un renoncement signal de faiblesse, ce n'est que le début. Von Schleicher a promis à son peuple de retrouver sa fierté. Les territoires injustement amputés en Pologne, la Sarre, mais aussi l'Alsace-Lorraine, doivent retourner à la mère patrie. La rhétorique guerrière ne laisse plus place aux négociations. Le 5 juin 1937, alors que les armées allemandes et françaises se font face à la frontière de la Sarre, von Schleicher reçoit un télégramme codé, une nouvelle qu'il attendait depuis plusieurs semaines. L'expéditeur, le Premier ministre britannique, lui confirme que le Royaume-Uni restera neutre si un conflit en Europe venait à éclater, tant que la Belgique est épargnée. Pas de blocus, pas de corps expéditionnaire. L'Allemagne sera seule, mais aura à combattre une France très affaiblie, ainsi qu'une Pologne menacée à l'est par l'Union soviétique, tout en bénéficiant du soutien tacite des dictatures militaires d'Europe centrale, hostiles aux puissances démocratiques comme la France. Le soir du 5 juin, la décision est prise. La guerre est déclarée. Le Reich allemand est sur le point de reprendre sa juste place dans le concert des nations.
Pour la seconde fois en moins de 20 ans, l'Europe s'embrase. Les troupes allemandes franchissent la frontière polonaise. L'objectif est de récupérer les territoires germanophones et de relier le reste de la nation à la Prusse orientale. Les Polonais sont bousculés et reculent, mais finissent par tenir sur une ligne de front allant de Poznan à la mer Baltique. À l'ouest, les Français tentent d'avancer dans la Ruhr, mais se heurtent aux fortifications mises en place par le haut commandement allemand. On pourrait avancer plus, mais on n'ose pas. Les pertes sont effroyables, et le front trop resserré pour permettre les contournements ou les percées mécanisées. L'offensive est court-circuitée par les politiques, terrifiés de devoir rendre des comptes à l'opinion publique. L'horrible spectre d'une guerre de position prolongée fait son retour. Cette fois-ci pourtant, le temps joue en faveur des Allemands. Envahie par la moitié de l'armée teutonne, la Pologne tient bon et mène une résistance héroïque. Mais Staline a senti l'odeur du sang et surprend tout le monde en ordonnant à ses armées d'envahir de l'autre côté. Le front s'écroule, la Pologne est dépecée. La France perd son seul allié. S'il y a une règle immuable dans cette Europe tiraillée par des événements contradictoires, c'est que les Français n'ont besoin de personne pour se taper les uns sur les autres. En février 1938, la cocotte minute explose. En France, la crise économique et politique, la mobilisation générale, l'offensive désastreuse en Allemagne ainsi que le retour d'une guerre de position très impopulaire déclenchent les plus grandes manifestations dans le pays depuis 1932. Des millions de personnes descendent dans la rue au cri de « Plus jamais ça » et « On ne mourra pas pour la Sarre ». Mis sous pression par la rue et par la quasi-totalité des pays d'Europe, y compris le Royaume-Uni qui menace d'imposer un blocus, le gouvernement doit démissionner en catastrophe. Les communistes prennent le contrôle des usines, et même si l'armée tient en Alsace-Lorraine, l'arrière est en plein chaos. La France est tout simplement en train d'imploser. À l'international, on redoute même, pendant quelques semaines, que le pays ne bascule dans la sphère soviétique. C'est pour cette raison que tout le monde, y compris le dictateur allemand, accueille avec un grand soulagement la mise en place d'un régime militaire, dirigé par Philippe Pétain. Au milieu de ce chaos, le héros de la Grande Guerre est la seule figure capable d'imposer une quelconque autorité. Les pleins pouvoirs lui sont votés. On suspend la Constitution, et d'un coup de plume, la démocratie en France disparaît. Nous sommes à Berlin le 10 février 1940, dans une réalité alternative où les États-Unis ne se sont jamais mêlés des affaires européennes. Suite à un traité de Versailles bien plus dur, l'Europe a plongé dans le chaos. Le communisme est devenu le péril existentiel pour des démocraties plongeant une par une dans la dictature. Pour la troisième fois en moins d'un siècle, l'Allemagne et la France sont entrées en guerre. Fragilisé par les crises, son isolement et ses contradictions, le coq gaulois s'est effondré de l'intérieur, d'une poussée, comme un château de cartes. Le nouveau dirigeant et de facto dictateur, Philippe Pétain, signe en 1940 à Berlin un armistice au goût amer. La France a dû demander la paix pour éviter un nouveau bain de sang, consciente qu'elle ne pouvait pas gagner cette guerre sur le long terme. La Sarre est cédée à l'Allemagne, la Pologne est abandonnée, dépecée entre les Soviétiques et les Allemands. Les Français doivent payer des réparations de guerre, l'Alsace-Lorraine est démilitarisée, mais reste française, et la moitié des possessions coloniales en Afrique deviennent allemandes. Seulement, von Schleicher ne peut pas se permettre de pousser le bouchon trop loin. Lors de ce second conflit qui aura duré 2 ans avant que soit signé l'armistice, la France, même si perdue sur le long terme, n'est pas vaincue militairement, et la menace soviétique change l'ordre des priorités. L'Allemagne a eu ce qu'elle voulait, une revanche. Malgré le sang versé, malgré les rancœurs, il va maintenant falloir s'entendre entre anciens ennemis pour pouvoir contrer Staline. Dans cette Europe alternative, la non-intervention d'un seul pays pendant la Première Guerre mondiale a déclenché un effet papillon gigantesque. Mussolini et Hitler n'ont jamais pris le pouvoir. Le fascisme est resté minoritaire, et pourtant la démocratie n'existe plus. Une guerre froide opposant les dictatures autoritaires européennes à l'Union soviétique semble inévitable. Les États-Unis se tournent vers l'Asie et l'Amérique latine, ne voulant pas s'impliquer dans les affaires d'un vieux continent qui semble ne jamais vouloir cesser de s'autodétruire. Un paquebot qui n'a pas coulé, ainsi qu'une simple décision, auront suffi à transfigurer la face du monde. Et merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des scénarios dans les commentaires, que je lis tous, en tout cas je fais de mon mieux. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, et vous pouvez également me soutenir sur Tipeee en faisant un don si c'est dans vos moyens. Ça m'aide à toujours augmenter la qualité de mes productions en faisant appel à un monteur, comme par exemple pour celle-ci. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.